Il est né le 29 mars 1967. Richard Ricky Cazé s'est retrouvé enfant dans une maison de classe moyenne, confortable, à Saint-Eustache, au Québec. Sa mère et son père ont travaillé à l'école secondaire de Saint-Eustache. Ils ont touché de bons salaires. Ils ont voulu le bien de leur fils. Ils ont été néanmoins des parents stricts. Ils ont puni plus qu'ils n'ont cajolé. Et Ricky n'a pas plié. Il a résisté. Adolescent, les conflits ont dégénéré. On l'a souvent mis dehors. Ses parents pensaient qu'une nuit à la dure lui remettrait la tête à l'endroit. Ils ignoraient que la rue pouvait devenir un maître terrible, mais étrange et patient. Ricky n'est pas rentré en rampant. Il a appris à vivre en marge. L'été, il dormait dans un camp improvisé, sous les arbres. L'hiver, il squattait des canapés, où il fracturait des voitures pour s'y blottir, enroulé dans une masse de couverture moite. L'odeur de tissu humide, le frottement du métal froid, le battement de son cœur, dur et précis, contre la poitrine. C'est là, dans cette vie barbouillée de bière et de fumée, qu'il a rencontré un groupe qui s'appelait les Chevaliers du Cercle Noir. Nom ridicule, des métalleux plutôt que des voyous. Ils ont trafiqué et vendu des stupéfiants pour financer leur nuit. Bière et marijuana d'abord. Puis ils ont commencé à tester le LSD, le PCP, la mescaline. Des expériences. Pour la plupart, c'était du défi adolescent, du bruit et de la fumée. Au fond, la majorité était de bons gamins, juste envie de faire peur au monde. Ricky, lui, a poussé plus loin. Il a adopté le symbole, le culte. Au début, ses amis ont trouvé ça branché, transgressif. Rapidement, c'est devenu obsession. Il a dit qu'il avait passé une nuit seul, dans la maison hantée de Saint-Joseph-du-Lac. Il cherchait une voix qui ne parlait plus. Il a acheté la Bible satanique d'Anton LaVey, mais il ne l'a pas rangée comme un trophée. Il l'a lue. Encore. Et encore. Jusqu'à connaître chaque ligne comme un chapelet. Et puis les psychotropes. Ricky n'a pas pris les mêmes doses que les autres. Il a monté la barre. Il a voyagé seul, au milieu des arbres, entouré de symboles, d'encens qui ne s'enterrant plus que le brûler. L'acide est devenu un fil qu'il a tiré hors de la réalité. Ses parents ont fini par le faire interner à l'Institut Philippe Pinel à Montréal pour une cure de désintoxication et une évaluation psychiatrique. On lui a rendu sa liberté après des signes d'amélioration. Mais, sans suivi serré, il est retombé. Très vite. Un soir, après un trip particulièrement violent, on l'a surpris en train de profaner une tombe coloniale au cimetière de Saint-Eustache. Il a affirmé avoir entendu le mort supplier d'être libéré de son cercueil. On l'a arrêté. Peu après, il a contracté une pneumonie. L'addiction l'avait affaibli jusqu'à la chaise d'hôpital. Ses parents ont demandé une hospitalisation psychiatrique d'office. Les experts ont répondu que son comportement antisocial n'était ni psychotique ni franchement violent au sens clinique. Ils ont dit qu'il avait essentiellement besoin d'une longue cure de désintoxication. Ricky, lui, semblait pressé de partir. Il avait un compte à régler. Ce compte, c'était avec un jeune de 17 ans, Gaétan Lavoie. Ricky était convaincu que Gaétan lui avait volé 10 sachets de PCP pendant qu'il était évanoui à une fête. Il s'était déjà affronté. Gaétan avait promis de rembourser. Mais les paiements ont traîné. Ricky l'a roué de coups à plusieurs reprises. La violence est devenue rituelle. On l'a répété 4 fois de plus. Parfois, Gaétan refusait d'admettre sa dette. Ricky a décidé que le sang paierait mieux que l'argent. Une nuit, Ricky a invité Gaétan à venir se défoncer avec lui et 2 compères
Jimmy Trépanier et Albert Quirion. Gaétan a hésité. Ricky l'a rassuré. « C'est du passé », a-t-il dit. Comme offrande de paix, il a donné à Gaétan quelques pastilles de LSD. Les 4 sont partis dans les bois des Laurentides. Ils ont monté un feu. Le craquement du bois a couvert les insectes. L'air sentait la résine. Les lèvres se desséchaient. À un moment, l'embuscade a commencé. On ne sait pas exactement quand. Mais au cours de la soirée, Ricky s'est jeté sur Gaétan. Il a enfoncé ses dents dans son cou. Il a arraché un morceau de chair à main nue. Le goût du fer, chaud. Gaétan s'est débattu dans la terre. Ricky a ri. Un rire sec. Il a dégainé un couteau. Il l'a frappé. Encore, encore. On a compté au moins 30 coups de couteau. Les globes oculaires de Gaétan ont été arrachés. La terre a bu le bruit de sa respiration qui s'éteignait. Jimmy et Albert ont raconté plus tard, tremblants, que Ricky avait exigé de Gaétan qu'il crie « J'aime Satan ». Gaétan a crié. Plusieurs fois. À chaque appel, Ricky est resté impassible. Puis il a planté encore, directement dans le cœur. Le feu crépitait. Le sang sifflait sous la boue. Quand tout a cessé, Ricky a caché le corps. Il a commencé à se vanter. Il a dit que le diable s'était manifesté sous la forme d'un corbeau noir et qu'il avait pressé son aile sur la poitrine de Gaétan au moment où le cœur s'était arrêté. Certains l'ont pris pour une histoire. D'autres ont suivi sa prouesse. Pour montrer que ce n'était pas une fable, Ricky les a menés au fossé boueux. Il a déterré le visage de son ami, en silence. Ils sont restés muets. 2 semaines plus tard, le 1er juillet 1984, la Sûreté du Québec a reçu un appel anonyme. Des chiens pisteurs ont trouvé le corps en décomposition. Gaétan a enfin eu droit à une sépulture digne. Ricky a été arrêté, de même que Jimmy et Albert, qui l'avaient aidé. Quelques jours après, on a retrouvé Ricky pendu dans une cellule, mort par sa propre main. On a cherché un coupable ailleurs que dans l'homme. On a blâmé la musique, les jeux vidéo, la culture alternative. 9 fois sur 10, c'est la peur médiatique qui cherche un bouc émissaire. Avec Ricky, la situation a paru différente. Certains ont dit que c'était un trouble mental non détecté, que ses parents stricts n'expliquaient pas cet excès de sauvagerie. D'autres ont parlé d'une psychose provoquée par le LSD, un cerveau qui a basculé. Et d'autres encore ont affirmé que Ricky avait vraiment cru, jusqu'au bout, en la puissance du culte satanique. Pour lui, c'était aussi vrai que la prière l'est pour d'autres. Et la fin? Certains ont prétendu qu'il ne s'est pas suicidé par peur de la prison. D'autres ont juré qu'il n'a pas craint la mort du tout. Il serait parti content, convaincu qu'il allait rejoindre son maître. Le silence a recouvert la cellule comme une nappe froide. Le corps pendu a gardé son secret. Le goût du métal est resté sur les lèvres de ceux qui ont osé s'approcher. Le bois pourrissait. Les corbeaux revenaient. On a raconté cette histoire dans des bars sombres, à voix basse. Les verres ont claqué. On a entendu des respirations. Quelque part, la vérité continue de respirer entre les arbres. Et quand la nuit tombe et que le vent pousse les feuilles, pensez au goût du sang et au rire qui n'a pas su s'arrêter. C'était la fin de février de 1995. Denis Fréchette, concierge au secondaire, et sa femme Bernadette vivaient à l'ancienne Lorette, près de Québec. Ils avaient 3 fils. Le plus âgé s'appelait Jean-François. Ensuite venait David, puis le petit Éric, qui restait le bébé de la famille malgré ses 11 ans. Les Fréchettes étaient profondément religieux. Ils avaient élevé leur garçon dans la foi des témoins de Jéhovah,
Au départ, les garçons avaient été réceptifs aux Écritures. Puis Jean-François et David avaient commencé à se détourner. Leur foi avait glissé. Ils avaient cherché autre chose, quelque chose de froid, quelque chose de violent. À l'adolescence, leurs parents avaient remarqué un changement. Les deux fils s'étaient rasé la tête à ras. Ils avaient adopté un style presque militaire. Bottes lourdes qui claquaient sur le plancher, pantalons de camouflage, t-shirts grinçants, couverts de symboles cryptiques qui piquaient la rétine. Un jour, Jean-François était rentré avec un tatouage, juste au bord de la nuque, le mot « berserker » inscrit à la racine des cheveux. Bernadette et Denis avaient pâli. Leur foi ne pouvait rien contre cette obstination. Ils n'avaient pas seulement été trahis, ils avaient été effrayés. Dans le voisinage, presque tout le monde avait reculé devant Jean-François. Il imposait. Il n'avait jamais vraiment levé la main hors de la maison, mais la menace avait toujours vibré dans l'air. Denis n'avait plus trouvé le courage de le gronder. Chaque remontrance se terminait en gifles verbales, en aboiements. Et avec ses haltères, Jean-François s'était fait une carcasse qui n'inspirait pas à la discussion. Une confrontation physique aurait été brève et déséquilibrée. Les parents avaient perdu la main. Pire encore, Jean-François avait gagné l'oreille du cadet, David. Un après-midi, David était rentré avec 2 mots tatoués au-dessus du sourcil. Il avait marqué « cherche » et « hail ». Bernadette avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Voir ses fils agir comme des bêtes, d'accord. Mais les voir dériver vers l'extrémisme néo-nazi, c'était une autre planète. Bernadette avait couru chez des psychologues de la région. Tous lui avaient de conseiller des séances de désendoctrinement. Avec l'aide de la Sûreté du Québec, elle avait persuadé ses garçons d'assister à des ateliers anti-extrémistes, tenus par les policiers provinciaux. Ils y étaient allés plusieurs fois. Rien. Les séances n'avaient rien changé. Rien n'avait pénétré la cuirasse qu'ils s'étaient forgée. Les choses avaient dérapé. Jean-François avait été hospitalisé. On lui avait diagnostiqué une grave maladie mentale. David avait été placé dans des centres jeunesse pour sa consommation galopante de drogue. Les séjours les avaient éloignés de la maison. Entre 1993 et 1995, il n'était revenu que 5 fois. 5 retours ponctués d'éclats. Une de ces visites avait dégénéré en bagarre pour la voiture familiale. Une autre avait conduit les parents à se rendre au secondaire de Jean-François, après sa suspension pour avoir griffonné des dessins racistes dans un manuel scolaire. Denis avait fini par craquer. Il avait annoncé un ultimatum. À 18 ans, il serait dehors. Qu'il se débrouille. Quand Jean-François avait refusé, Denis avait dit, les nerfs à vif, qu'il ne les laisserait rester que par-dessus son cadavre. Cette phrase glissante s'était au fond transformée pour Jean-François en invitation. La nuit du 26 février de 1995, Jean-François, âgé de 17 ans, et David, âgé de 16 ans, étaient revenus au domicile familial. Ils avaient fait la route avec leur cousin Benoît Bertrand, âgé de 18 ans. Ils étaient allés au cinéma, puis ils étaient rentrés tard. Il faisait noir. Les parents dormaient depuis longtemps. Les pas sur l'escalier avaient craqué comme des promesses. Bernadette s'était levée, agacée par le vacarme. Elle avait crié du haut des marches. Elle avait ordonné à Benoît de partir. Elle avait dit au garçon « Calmez-vous, ou sortez ». Jean-François avait répondu d'un ton coupant « Fais-nous sortir, maman ». Il avait descendu les marches avec la haine qui battait contre ses tempes. Ça s'était refermé comme un piège.
Dès qu'elle avait atteint le bas de l'escalier, il l'avait attrapée à la gorge. Ses doigts s'étaient enfoncés comme de la corde. Les yeux de Bernadette avaient cherché de l'air. Il avait fourré un torchon sale dans sa bouche. Le textile avait goût de moisissure et de saleté. Elle avait étouffé. Les râles de panique avaient été avalés par le tissu. Puis Jean-François avait sorti un couteau de cuisine, glissé dans sa ceinture. Il avait planté la lame. Encore, encore. Le bruit humide qui accompagnait chaque coup lui avait collé à la peau. Le sang avait éclaboussé le mur. Les cris s'étaient transformés en gorges qui se fermaient. Bernadette était tombée. Le silence avait pris la maison. Les deux garçons étaient montés. Ils avaient poussé la porte de la chambre du père. Denis dormait. L'odeur du déodorant, du vieux tabac et du tissu humide flottait autour du lit. Ils l'avaient encerclé. Sans pitié, ils avaient levé une barre d'exercice en métal et une batte de baseball en aluminium. Le contact était venu comme un coup de tonnerre. Son crâne avait éclaté sous des impacts répétés. Le bruit sec avait ricocheté contre les murs. La chair avait éclaté. Puis, comme pour boucler un cercle d'horreur, ils avaient décidé qu'il ne restait qu'un dernier obstacle, le plus petit. Éric avait dormi. On n'avait pas réveillé l'enfant. Il n'avait pas compris. On lui avait pris sa vie comme on éteint une bougie. On l'avait frappé de la même façon que le père. La maison avait tremblé sous la brutalité. L'enfant avait rendu son dernier souffle sans savoir, sans comprendre. Le silence qui avait suivi avait été pire que les coups. Un silence lourd, humide, saturé de sang. Les frères avaient pris le fusil de chasse de calibre 12 de leur père. Ils avaient filé dans la Pontiac décapotable de leur mère, modèle 1988, pour fuir. L'air nocturne les avait frappés au visage. Ils sentaient le goût ferreux du sang sur leurs lèvres. Ils avaient roulé. Ils avaient essayé de disparaître. Le lendemain, Valérie, la sœur de Denis, était venue. Le téléphone n'avait pas sonné. Il n'avait pas répondu. Elle avait trouvé la porte d'entrée fermée, mais la porte de derrière était entrebâillée. L'odeur l'avait frappée avant la vue. Une odeur âcre, métallique, de fer, qui collait au nez. Elle avait avancé, hésitante. Puis la scène s'était ouverte devant elle. Pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Le coroner de Québec avait plus tard dit que c'étaient les meurtres les plus barbares et répugnants qu'il avait vus de toute sa carrière. Les visages étaient tellement mutilés qu'on ne les avait presque pas reconnus. Les policiers avaient vite fait le lien. Les garçons manquaient à l'appel. Ils avaient pensé à eux. On les avait retrouvés dans une petite ville de l'Ontario, cachés chez un camarade peau rasée, François Haché. La Sûreté du Québec avait appelé la police provinciale de l'Ontario. Ils avaient encerclé la maison. Ils avaient lancé l'assaut. Les garçons avaient été arrêtés là, dans la pénombre d'une cuisine étrangère, les mains encore chaudes. Pour éviter la peine la plus lourde, Jean-François avait plaidé coupable du meurtre de sa mère. David avait avoué le meurtre de son père. Benoît, le cousin, avait été jugé pour avoir participé au crime de l'oncle et de la tante. Chacun avait reçu une condamnation à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Ils avaient été dispersés dans des établissements différents, séparés comme des plaies qu'on osait laisser se toucher. Le jour suivant, une autre maison avait saigné. Le 2 mars de 1995, un autre garçon de 17 ans, Jean-François Lortie, avait abattu ses parents, Georges et Suzanne, avec une carabine de chasse. Il avait tenté de fuir. Sa voiture s'était arrêtée pour manque d'essence sur la transcanadienne, au Nouveau-Brunswick. Les policiers l'avaient arrêté 2 jours après. Au procès,
Lortie avait raconté qu'il avait été inspiré par les meurtres des Fréchettes. Plus tard dans l'année, il avait été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale. Mais son non-lieu n'avait pas été la liberté. On l'avait interné à l'Institut Philippe Pinel de Montréal, l'endroit où l'on garde les fous criminels. On y reste bien plus longtemps que dans une prison. Là-bas, on sert des jours qui n'ont plus de fin. Il a été probable que Lortie y finisse sa vie. Peut-on dire que Jean-François avait été prédestiné? Peut-être. Mais chez les Fréchettes, la folie s'était mêlée au choix. Les garçons avaient nourri leur haine, brique après brique, avec des lectures, des chants de haine, des rencontres qui leur avaient lavé le cerveau. Leur décision d'égorger ceux qui les avaient mis au monde avait été consciente. Et pourtant, leur acte avait provoqué une autre tragédie. Un jeune déjà fragile, Lortie, avait été renversé par la vague. Comme des gouttes jetées dans un lac immobile, la pierre avait fait des cercles qui s'étaient étirés loin, plus loin qu'on ne l'aurait cru. Les maisons autour avaient senti la secousse. Les voisins avaient entendu la rumeur. Des vies avaient rebasculé. La douleur s'était propagée comme une tache d'huile sur de l'eau. On avait foulé le sang, ramassé les débris, essayé d'expliquer l'inexplicable. Rien n'avait réparé les corps. Rien n'avait rendu leur voix. On a retenu les noms. On a retenu la date. Mais plus que les noms, c'est l'écho qui restait. L'écho d'un couteau dans une poitrine. L'écho d'un enfant qui meurt en silence. L'odeur du sang dans un couloir familier. Le cœur qui bat et qui finit par ne plus battre. Les Fréchettes avaient été brisées de l'intérieur. Leur histoire est née d'une haine qui s'était nourrie des silences, des peurs et des ultimatums. Ça a suffi pour déclencher l'irréparable. Si vous passez un soir par l'ancienne Lorette, arrêtez-vous quelques secondes devant leur maison. Fermez les yeux. Écoutez. Peut-être que vous entendrez encore, à travers les planches, un froissement de coton sale, le claquement d'une batte, un souffle qui s'éteint. Peut-être que vous sentirez l'odeur métallique du sang qui s'accroche au mur. Peut-être que vous comprendrez que certaines violences ne meurent jamais. Elles reviennent, elles s'étirent comme des ondes, et elles réveillent d'autres folies, d'autres mains prêtes à frapper. Raconter cette histoire, ici, au comptoir d'un bar sombre, ce n'est pas pour choquer. C'est pour rappeler qu'il suffit parfois d'un mot tatoué, d'une promesse lancée, d'un silence qui s'accumule pour que la maison tout entière bascule. Et quand la maison bascule, il n'y a plus de toit. Il n'y a plus rien. Juste le bruit des os qui se cassent. Le 28 octobre 1975, Mélinda Lavoie est née, la plus jeune des filles de Laurent et Marjolaine Lavoie. Quelques années plus tôt, Laurent avait été mobilisé dans les forces armées canadiennes et envoyé en mission de maintien de la paix. Le parfum de guerre lui était resté collé à la peau. Pas seulement la poudre, mais l'odeur métallique de la peur. À son retour, il était brisé et il avait commencé à changer. On entendait parfois son pas dans la maison, comme un battement de cœur trop fort, irrégulier, qui faisait trembler les verres sur la table. Il a commencé à tromper sa femme. Il a cherché des partenaires, des rencontres, des nuits auxquelles il s'est présenté en prétendant être autre chose, un médecin, un dentiste, pour mieux introduire Marjolaine comme sa compagne. Il a acheté des voitures, des motoneiges, des armes, des choses qui vibraient sous ses doigts et lui donnaient l'illusion d'un contrôle qu'il n'avait plus. La famille a continué à paraître aisée du dehors, dans le quartier huppé de Sillery, à Québec.
Mais à l'intérieur, la maison sentait la faim, la peur et le délaissement. Des proches ont raconté comment les filles venaient chez eux, le ventre creux, comme si 3 repas par jour étaient une idée étrangère. Laurent est devenu violent, imprévisible. Il a imposé des règles qui claquaient comme des portes. Quand Mélinda a commencé à désobéir, il l'a enfermée dans des rituels absurdes. Une fois, il l'a fait subir ce qu'ils ont appelé un exorcisme qui a duré 5 heures. On entendait les voix s'élever, chanter, briser le silence, tandis que Mélinda tremblait, la sueur au bord des lèvres. Elle est sortie de là brisée, comme si on lui avait arraché un morceau d'âme. Les gens de l'église l'ont regardé autrement après ça. Laurent, lui, a gagné en stature. Il est devenu prédicateur. Marjolaine a repris le travail pour payer les factures. Elle est redevenue infirmière en collège. Mais la façade pieuse n'a pas guéri les cicatrices. Laurent a continué d'abuser. Sa violence se retournait parfois contre les filles. La maison bruisait de mensonges et d'odeurs de nettoyant sur du sang séché. Un soir, la folie a fini par éclater. Alors que Mélinda avait 15 ans, Marjolaine a surpris Laurent en train d'espionner sa fille et une amie qui se changeait. Une lame a flashé sous la lumière du couloir. Marjolaine est arrivée, un couteau dans la main, et la maison entière a retenu son souffle. Elle a planté la lame dans la chair de son mari. Laurent est parti à l'hôpital, blessé, et n'est jamais revenu. Il a fui vers la Floride et il a refait sa vie là-bas. Pour un instant, on a cru à une délivrance, mais les ombres que Laurent avait laissées étaient profondes. Comprendre Mélinda, comprendre ce qui allait suivre, c'est d'abord accepter cette maison minée, ce poids que la petite fille avait porté sans en parler. Après l'hôpital, Mélinda a commencé à sortir avec une fille, Amanda Hébert. C'était maladroit, c'était tendre, ça sentait la peau, le parfum bon marché de l'adolescence. Mais quand Laurent a quitté la province, Mélinda s'est effondrée. Elle s'est battue à l'école. Elle a essayé des drogues. Elle s'est transformée en quelqu'un qui frappait d'abord et réfléchissait peut-être jamais. Amanda a commencé à avoir peur des sujets familiaux. Madeleine s'énervait, puis elle s'éteignait. Amanda a fini par se rapprocher d'une autre camarade, Chantal Charon. Chantal est entrée dans l'histoire comme une lumière timide. Amanda et Chantal se sont rencontrées à la rentrée d'automne, au collège Hazelwood. Elles se sont prises par la main après une bagarre stupide dans la cour. 2 filles envoyées en retenue, 2 papiers échangés, et une amitié qui est devenue plus. Amanda n'a pas rompu avec Mélinda. Elle a gardé la liaison secrète, et cette trahison a fermenté comme une odeur sous la porte. En octobre 1991, Mélinda a découvert l'adultère. Son cœur s'est brisé en morceaux qui ont piqué comme du verre. Elle a commencé à écrire des menaces, des lettres noires, griffonnées. Chaque mot qui arrivait dans la boîte aux lettres de Chantal faisait vibrer le sang des parents Charon. La Sûreté du Québec a pris une plainte. Le policier a rencontré Mélinda. Elle a pleuré, s'est effondrée, a assuré que ces mots n'étaient que du chagrin, pas de la haine. Les Charon ont pensé pouvoir respirer pendant les fêtes. Ils se sont trompés. Le 10 janvier 1992, une nuit qui sentait la neige et l'alcool, tout a basculé. 17e jour du mois? Non, c'était la nuit du 10 janvier, et la route était noire comme une gorge. Une fille, Laurie Tanguay, âgée de 15 ans, a pris 2 amis chez elle à Charlesbourg. Elles ont roulé vers l'ancienne Lorette pour retrouver Mélinda. Ensuite, elles ont filé jusqu'à la maison de Chantal.
elles se sont garées sous la lampe qui grésillait. Mélinda a dit aux autres de frapper à la porte, en prétendant être des amis d'Amanda. Chantal a ouvert. Elle a souri. On sentait le bois froid de la rampe sous leurs mains, un souffle court, et la maison a avalé la lumière. Chantal a accepté d'aller au lieu-dit Cascade du Guy, une vieille bâtisse en pierre, ruine sur une colline qui dominait le fleuve. Elle est montée dans la voiture, côté passager. Et là, la trappe s'est refermée. Mélinda était cachée, enfouie sous une grosse couverture de laine dans le coffre arrière. En quelques secondes, une lame a caressé le cou de Chantal. Les questions ont fusé comme des éclats de verre. Qui t'a volé, Amanda? Comment as-tu pu? Aucune réponse n'a suffi. Chantal a supplié. Sa voix était une petite cloche cassée. Mélinda l'a frappée au visage, au cou, encore et encore, jusqu'à ce que la peau parle à travers le bruit des poings. Elles l'ont emmenée au château de la sorcière. Un chalet abandonné, les murs avec la douceur moisie des maisons oubliées. Elles lui ont attelé les bras, les jambes, avec des cordes qui mordaient la chair. Mélinda lui a rasé les cheveux, mot après mot, comme on arrache une identité. Elle a dit que sans ses boucles brunes, elle était moins jolie, qu'on regardait enfin qui elle était. Elles l'ont frappée, dénudée partiellement, ont menacé d'allumer le feu. L'idée de la flamme faisait cliquer le silence. Elles ont décidé que le feu serait trop visible sur la route, alors elles sont revenues au coffre. Elles l'ont attaché, roulé, transporté, et la nuit a avalé leurs pas. Plus tard, près d'un bosquet dense, Laurie et Mélinda ont traîné leur prisonnière jusqu'à un bâtiment sombre, planqué au bord d'une route forestière bordée de pins si gros que leur odeur transperçait l'air. Là, elles l'ont frappé, étranglé, poignardé, encore et encore. Puis elles ont enfermé ce corps qui saignait dans le coffre de la voiture. Elles ont cru qu'elle était morte. Elles sont allées chez Laurie pour se nettoyer. À 2h30 du matin, elles ont remis le moteur en marche, la nuit glissante comme une langue. Le bruit a traversé le métal. Un cri étouffé venait du coffre. Elles se sont arrêtées, ont ouvert le coffre et l'ont vue, Chantal, cramponnée à la vie, crachant du sang, essayant de s'arracher à la mort. Laurie a saisi une clé à écrou, un outil de fer, froid. Elle a frappé. Le métal a heurté l'os, ça a fissuré. Laurie a dit plus tard qu'elle avait senti la voûte crânienne se fendre sous le choc. Une chose a éclaté dans le silence. La vie de Chantal est partie, blessée, en morceaux. Puis, trouvant la lame rouge entre leurs mains, Laurie a levé l'outil imbibé de sang devant le nez de Mélinda et lui a fait sentir l'odeur du fer. Pour la deuxième fois, elles ont pensé qu'elle était morte. Elles ont roulé jusqu'à une station-service près du lycée Consolidated de Charlesbourg. Elles ont acheté de l'essence, une bouteille de boisson gazeuse, une bouteille de Pepsi de 2 litres, et elles l'ont vidée, puis remplie d'essence. Elles ont pris une couverture, ont enveloppé Chantal dans cette gangue de tissus et d'odeurs d'essence, ont mis le feu. Elles ont regardé les flammes lécher la fourrure du drap, regardé la chair se transformer en noisette noire. Mais Chantal n'est pas morte tout de suite. Elle s'est débattue, a crié à l'intérieur de la couverture en feu, comme un animal qui cherche une sortie. Elles se sont éloignées jusqu'à ce que la brûlure lui retire toute force. Elles sont parties en voiture. Plus tard, elles sont allées manger au restaurant rapide. On rit de la ressemblance du cadavre avec leur nourriture, comme si l'humour était un masque pour cacher l'écœurement. Au matin, Amanda a eu la visite la plus froide. Mélinda et Laurie sont allées la voir. Elles ont dit ce qu'elles avaient fait. Amanda a cru d'abord que c'était une mauvaise blague.
Puis Laurie a ouvert le coffre. Les vêtements sanglants, la promesse éclatée, la réalité est tombée sur Amanda comme une pluie acide. Elle s'est tue. Melinda lui a fait jurer de garder le secret. Amanda a juré, terrifiée, et elle est rentrée dans sa chambre pour pleurer seule. Mais les flammes n'avaient pas consumé toute la vérité. Ce même jour, 2 frères de Saint-Raymond, qui allaient chasser au camp militaire de Valcartier, ont vu, sur le bord de la route, une masse carbonisée. Au début, ils ont cru à un animal mort, mais en s'approchant, l'odeur, elle a empalé l'air. C'était le corps brûlé d'une jeune fille. Quelqu'un avait été traîné. Les frères ont appelé 911. À 10h55 du matin, la Sûreté du Québec était sur place. Les policiers ont senti la neige fondue sous leurs bottes, ont senti l'odeur du brûlé et ont commencé une enquête. Au départ, ils ont pensé à une affaire de drogue qui aurait mal tourné. La violence était si féroce qu'ils ont imaginé des hommes endurcis derrière, des bandes. Ils se sont trompés. Les parents Charron avaient déjà signalé la disparition de leur fille le matin même. Ils avaient téléphoné aux voisins, à des amis. L'inquiétude avait creusé leur voix. Ils pensaient aux fugues, aux adieux silencieux. On leur a dit d'attendre. Ils ont attendu. 8 heures à peine plus tard, tout a basculé. Vers 20h20, 2 adolescentes hystériques se sont présentées au poste de la Sûreté du Québec à Lévis. Elles s'appelaient Ophélie Rioux et Tania Lavallée. Elles ont confessé. Elles ont raconté qu'elles avaient été présentes pendant le supplice. Elles étaient terrifiées. Elles voulaient négocier une clémence. Peu après confirmation que le cadavre calciné était bien Chantal Charron, Mélinda Lavoie et Laurie Tanguay ont été localisées et arrêtées. La province a décidé de les juger comme des adultes. Le crime était d'une telle gravité qu'aucune complaisance ne semblait possible. La prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans a été évoquée. Le pays s'est ému. Les tribunaux ont cherché à étouffer la tempête politique. On a proposé des plaidoyers pour abaisser les peines maximales. Un juge a évoqué des troubles mentaux graves. On a parlé d'un trouble de la personnalité borderline chez Laurie, accompagné d'hallucinations. On a déroulé, une à une, les horreurs subies par les filles dans leur jeunesse. Le prétoire a senti l'air froid du passé. Les jurés ont entendu des récits qui faisaient vibrer les dents. Les peines sont tombées. Mélinda Lavoie et Laurie Tanguay ont été condamnées à 60 ans de prison, plus 10 ans de suivi à la sortie. Ophélie Rioux, malgré sa coopération, a obtenu 35 ans parce qu'elle avait joué un rôle actif dans les liens et les tortures. Tania Lavallée n'a été condamnée que pour séquestration et a reçu 20 ans. Les sorties se sont succédées plus tard. Tania a été libérée en décembre 2000, après avoir purgé 9 ans seulement. Ophélie est sortie en avril 2006, mais elle est restée sous surveillance jusqu'en avril 2011. Laurie a servi presque 26 ans. Elle est sortie le 11 janvier 2018, un anniversaire sinistre, 26 ans jour pour jour après le crime. Et Mélinda Lavoie, la jeune femme brisée qui avait ourdi un acte de pure cruauté, a été libérée de la prison pour femmes du Québec le 5 septembre 2019. Elle avait passé un peu plus de 26 ans derrière les barreaux, presque le double du temps qu'elle avait vécu avant d'enlever la vie de Chantal. L'affaire a été racontée et retracée, remise en scène dans des dizaines d'émissions consacrées aux faits divers, des documentaires, des reconstitutions, des séries qui chassaient le frisson. Une émission de télévision à sensation a même invité la femme et la fille
de Sylvain Charon pour confronter une Ophélie adulte sur un plateau éclairé sous les caméras. Les retrouvailles ont fait mal. La caméra a capté des visages qui ne pardonnaient pas. Ophélie a essayé de se défendre, d'expliquer, de se dissocier. La rencontre n'a apporté ni paix, ni pardon. Elle a plutôt montré l'ampleur du vide laissé par la violence. Un fauteuil vide dans une vie brûlée. Regarder ces images, entendre les voix, sentir l'écho des pas de ses filles dans l'hiver québécois. C'est comprendre que l'horreur ne frappe pas toujours comme un éclair lointain. Parfois, elle s'installe en silence, dans la maison d'à côté, au milieu des meubles polis, et elle grandit jusqu'à ce qu'elle éclate en cris qui traversent la nuit. Chantal Charon avait 17 ans. Sa vie a été arrachée sur une route glacée, devant des pinèdes qui ont gardé le secret. Les flammes ont essayé d'effacer son image, mais la mémoire a une façon d'adhérer aux eaux du monde. On continue de prononcer son nom, comme on prononce un avertissement, un sifflement dans l'oreille, quand la nuit devient trop silencieuse. C'est l'histoire d'une fillette transformée par la haine, d'un foyer qui a nourri la folie, d'une vengeance qui a pris la forme d'un supplice. C'est l'histoire d'une communauté qui a regardé des adolescentes basculer dans quelque chose d'irréparable et qui a dû apprendre à vivre avec la trace de ce feu. Et quand vous refermez la page, quand vous éteignez la lumière, écoutez. Parfois, sur une route déserte, on croit entendre encore un souffle, un appel qui dit que les blessures, même calcinées, laissent une odeur que le temps ne peut jamais complètement balayer. Le 29 novembre 1859, Jean-François Pomerleau est né à Charlesbourg, Québec. Ses parents s'appelaient Thomas J. Pomerleau et Marie-Anne Neigeau. Dès ses premiers pleurs, la vie a basculé. Quand Jean-François était encore un bébé, son père s'est engagé volontairement dans l'armée de l'Union et est parti vers le sud pour combattre les trafiquants d'humains de la Confédération. Noble, peut-être. Mais l'absence a creusé un vide. Jean-François a grandi sans figure paternelle. Quand Thomas est finalement revenu, il n'était plus que l'ombre de lui-même. L'homme était revenu du front, avec pour seule passion l'alcool chronique. Il n'a pas voulu s'occuper de ses deux garçons. Marie-Anne a fait ce qu'elle a pu. Elle a essayé. Mais le comportement de Jean-François a dégénéré, lentement, puis vite, en brefs éclairs de violence. Aux alentours du 13e anniversaire de Jean-François, plusieurs gamins du quartier de Charlesbourg ont commencé à raconter la même chose. Un garçon, un peu plus âgé, les attirait vers un coin isolé. Une fois seul, il les frappait sauvagement avec une ceinture en cuir. Une fois, une fillette s'est retrouvée le visage lacéré par un couteau. La Sûreté du Québec a enquêté. Rien de concluant, aucune piste viable. L'agresseur est resté impuni. Marie-Anne était terrifiée. Elle criait à son mari, le traitait d'insensible. Elle craignait pour ses deux chers garçons. Finalement, elle a quitté Thomas. Elle a déménagé avec ses enfants à Pointe-Saint-Charles, à Montréal. Elle voulait les protéger. Mais la violence ne suit pas toujours la carte qu'on croit tenir. Dès qu'ils ont posé leurs valises Onksountlis à Pointe-Saint-Charles, les attaques ont cessé à Charlesbourg et ont recommencé ici, près de leur nouveau logis. Les enfants du quartier sont devenus des ombres, poussés à la maison dès que le soleil se couchait. Les parents ont serré les serrures. Ils ont éteint les lumières. Et pourtant, dans toute cette peur, Jean-François n'a jamais paru effrayé. Jamais. Il inventait des prétextes bizarres pour errer la nuit. Il mentait avec une tranquillité qui glaçait.
après des semaines d'insomnie maternelle et d'enfants blessés qui s'accumulaient, la vérité s'est imposée comme une odeur de chair brûlée. Le petit Jean-François Pomerleau était l'auteur de cette série de passages à tabac. 2 policiers de Montréal l'ont arrêté. Itarsatakt et Titor. On l'a d'abord condamné à 4 ans à la maison de redressement provincial pour garçon de Saint-Vincent-de-Paul, au Québec. Mais après seulement 1 an de détention, on l'a jugé mentalement déficient. On l'a renvoyé entre les mains de sa mère en février 1874. À ce moment-là, Marianne tenait sa propre boutique de couture à Pointe-Saint-Charles. Elle gagnait honnêtement sa vie, respectable pour une mère seule, à la fin du XIXe siècle. Le frère de Jean-François complétait le foyer en vendant des journaux dans les rues de Montréal, en attendant un apprentissage. Tout semblait possible. Une famille prête à aimer, à soutenir. Et pourtant, à sa sortie, Jean-François n'a pas choisi une vie quelconque. Il n'a pas appris un métier. Il n'a pas tenté de réparer ce qui était cassé. Il a choisi ce qu'il avait toujours voulu, infliger la douleur, s'acharner sur les plus faibles, les plus petits. Au mois de mars 1874, la petite Katie Courcelle a disparu des environs de sa maison, à Pointe-Saint-Charles. Elle avait 10 ans. La mère de Jean-François l'a supplié de lui jurer qu'il n'y était pour rien. Le garçon a juré sur ses yeux qu'il avait changé. Les jours ont passé. Et Marianne a commencé à sentir une odeur infecte dans la cave de sa boutique de couture. Une odeur putride, un relent de pourriture qui vous colle au nez. Elle n'a pas résisté quand 2 policiers de Montréal se sont pointés chez elle. Elle les a dirigés vers la cave. Elle a montré la planche, l'endroit où son fils se cachait. La petite Katie avait été ensevelie à la hâte dans un tas de cendres. Elle avait été atrocement mutilée avant la mort et après. Des morceaux de sa cuisse manquaient, entourés de marques de morsures bien nettes. Les yeux avaient été arrachés. À la place, de petites pierres et de la terre avaient été enfoncées. Et il y avait davantage encore, un amas d'objets grossiers coincés dans sa gorge. Des lambeaux de peau avaient été tranchés, décollés, comme si le meurtrier avait pratiqué une dissection amateur, fouillant la chair à la recherche de quelque chose qui lui échappait. Les 2 agents qui ont arrêté Jean-François l'ont traîné jusqu'à la boutique de sa mère pour le confronter à l'horreur. Un officier a posé la question brute, directe. « Est-ce que c'est toi qui as tué la petite Katie ?» Jean-François n'a rien dit. Il a juste levé les yeux vers l'officier et a souri. Un sourire qui n'appartenait pas à un enfant. L'affaire du peuple du Québec contre Pomerleau a été jugée à la Cour supérieure du Québec à Montréal les 9 et 10 décembre 1874. Le jury a reconnu sa culpabilité. Sur recommandation de Clémence, à cause de sa jeunesse, le jury a demandé la pitié. Face à l'atrocité du geste, cette demande a heurté le juge. Il a assuré au prévenu qu'il brûlerait en enfer. Puis il l'a condamné à être pendu. L'avocat de Pomerleau, Charles Robillard, a déposé 2 exceptions. Elles ont été rejetées en février 1875. À ce moment-là, la sentence de mort a été confirmée. Mais c'est alors qu'une tempête politique a éclaté. Le lieutenant-gouverneur du Québec a refusé d'exercer sa responsabilité exécutive. Pas une fois, mais 2 fois. Il a désobéi aux décisions du Conseil exécutif du Québec. Il a même refusé de démissionner quand on l'a menacé de le destituer. L'affaire a mis le pays en émoi. La gouvernance civile a semblé se déchirer à Montréal. Tout le Canada en a entendu parler. Finalement,
En août 1876, le Conseil a voté une troisième fois. Ce vote a été anonyme. La peine de Jean-François a été commuée en peine de prison à perpétuité et en détention solitaire. Il avait alors 16 ans et 9 mois. Il allait passer le reste de sa vie presque entièrement seul. Les années ont roulé. Dans la cellule de Saint-Vincent-de-Paul, un journaliste du tout jeune quotidien montréalais est venu l'interviewer. Jean-François a dit qu'il s'était enseigné plusieurs langues étrangères, notamment l'hébreu. Il a surpris un psychiatre d'origine allemande venu lui rendre visite. Il avait appris l'allemand avec une précision troublante. Cela a montré que Jean-François possédait une forme d'intelligence sinistre. Une intelligence qui avait pu lui permettre de rester caché si longtemps. Il a écrit de la poésie. Il a étudié le droit. Des décennies durant, il a rédigé des recours contre sa condamnation. Un rapport psychiatrique daté de 1914 a noté qu'il avait tenté de s'échapper entre 10 et 12 fois. Il avait perdu un œil en essayant de faire sauter un mur de sa cellule en détournant un tuyau de gaz. Le même rapport a insisté. Il avait fait preuve d'une ingéniosité persistante sans précédent dans l'histoire de la prison. En conséquence, sa peine de détention permanente en isolement a été commuée. Il a été intégré à la population carcérale ordinaire. Pendant environ 12 ans, on l'a vu mener une vie carcérale relativement régulière. Mais le temps a fait son œuvre. En 1929, il était un vieux homme, frêle, malade. On l'a finalement transféré à l'Institut Philippe Pinel, près de Montréal, pour les malades mentaux criminels. Là, il est mort le 29 septembre 1932. Sa mort a marqué la fin d'un homme vieux et malade, toujours hanté par les crimes de sa jeunesse. Peut-on juger un homme pour les actes commis quand il était enfant ? C'est la question que l'on se pose parfois. C'est pourquoi certains meurtriers juvéniles n'écopent que d'une décennie de prison. Mais peut-être existe-t-il des êtres nés avec un besoin de tuer, un besoin qui ne peut être éteint, quel que soit l'effort de la société, un feu qui ne s'éteint jamais. Écoute le silence après ces mots, sens la poussière, le souffle court qui remplit la pièce, sens le cœur qui bat, lourd. On se demande encore aujourd'hui, qu'est-ce qui l'a rendu ainsi ? Le monde garde ses secrets, et parfois, les pires secrets sourient quand on les regarde en face. Marie-Flore Bell était née le 26 mai 1957, dans l'est de Montréal. Sa mère, Élisabeth Bell, était une escorte connue dans le quartier. Elle quittait souvent ses enfants pendant de longues périodes pour aller travailler dans les villes voisines comme Québec. Marie-Flore était le deuxième enfant, née alors qu'Élisabeth n'était encore qu'une adolescente, et l'identité du père était restée inconnue. À la place, une partie de son éducation avait été assurée par un criminel alcoolique et violent, un certain Guillaume, dit Billy. Belle. Marie-Flore n'avait jamais été désirée. Elle avait donc subi une négligence et des violences extrêmes. Les blessures répétées l'avaient toujours faite passer pour fragile, pour maladroite. Accident domestique, disait-on. Quelques membres de la famille avaient commencé à se demander si Élisabeth ne lui faisait pas du mal volontairement. Une fois, Élisabeth avait laissé tomber la petite Marie-Flore, 3 ans, par la fenêtre du rez-de-chaussée. Une autre fois, elle avait bourré sa fille de somnifères au lieu de payer une baby-sitter, juste pour sortir en soirée. On sait aussi qu'elle avait vendu Marie-Flore à une femme déséquilibrée et que seule la sœur aînée l'avait retrouvée après avoir retourné le quartier.
quand Marie-Flore a commencé l'école, elle avait déjà présenté des signes nets de psychose. Elle urinait en classe sans honte. Elle répondait aux moqueries par une violence extrême. Une fois, elle avait tenté d'étouffer un autre enfant. C'est l'intervention rapide de l'institutrice qui avait empêché le drame. Une autre fois encore, elle avait coincé une camarade dans le bac à sable, lui avait fait avaler tant de sable que la fillette avait dû être hospitalisée. À force d'agir ainsi, elle s'était retrouvée paria parmi les enfants. Sa seule amie était une voisine de 13 ans nommée Normande. Normande partageait certaines tendances violentes de Marie-Flore, et cette alliance allait se révéler dangereuse pour les autres gamins du coin. Le 11 mai 1968, un petit garçon de 3 ans avait été retrouvé errant dans les rues où Marie-Flore et Normande traînaient. Il était hagard, en larmes et ensanglanté. Il avait raconté à la police qu'il jouait, lui, Marie-Flore et Normande, sur le toit abandonné d'un abri civil datant de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il avait été poussé du toit. L'impact lui avait ouvert une large blessure au crâne. Le garçon ne savait pas qui des 2 filles l'avait poussé. La même soirée, des parents de 3 petites filles avaient appelé les autorités pour signaler que Marie-Flore et Normande avaient tenté d'étrangler leurs enfants pendant qu'elles jouaient dans un bac à sable. Ce soir-là, la jeune Marie-Flore, alors âgée de 10 ans, avait eu la visite de la police. Elle avait nié être présente au moment de la chute du garçon. Elle avait dit qu'elle l'avait trouvé après coup. Quand on l'avait confrontée au sujet des tentatives d'étranglement, elle avait tout nié. Mais quand les enquêteurs avaient parlé à Normande, elle avait tout avoué. Selon elle, Marie-Flore avait demandé à l'une des petites « Je me demande si je t'étrangle, tu mourras ?» Et elle avait passé ses mains autour du cou de l'enfant en serrant. La fillette avait commencé à devenir violette. Normande avait dit « Je lui ai dit d'arrêter, mais elle n'a pas voulu. » Puis elle avait fait la même chose à une autre fille, encore une qui commençait à violetter. Une autre, Suzanne Corneau, était arrivée, et Marie-Flore lui avait fait pareil. La police avait informé les autorités locales et signalé la dangerosité de la fillette, mais à cause de leur âge, les 2 gamines n'avaient reçu qu'un avertissement. Point final. Pour saisir le décor de l'enfance de Marie-Flore, il faut se souvenir du contexte socio-économique de l'époque. Le Québec d'après-guerre avait mis du temps à se relever. La nourriture était rationnée, la misère était omniprésente, et les investissements publics avaient mis des années avant d'atteindre les quartiers ouvriers de Montréal. Ce n'est qu'à partir des années 60 que la vague de rénovation urbaine avait atteint l'est de la ville, et le quartier s'était transformé en vaste chantier. Des cratères béants, des rangées de maisons à l'abandon, peu de parcs, aucun centre de jeu. Les enfants erraient dans les rues pour s'occuper. L'air sentait la poussière, le goudron chauffé, parfois l'odeur des engrais ou du diesel. C'était un paysage dur, peu accueillant pour un gamin, et dangereux. Le 25 mai 1968, la veille de son 11e anniversaire, Marie-Flore avait repéré le petit Martin Brun, 4 ans, en train de jouer dans la rue Sainte-Marguerite. Elle s'était approchée, avait attendu qu'il soit seul, puis l'avait attiré dans la maison délabrée du numéro 85. À l'étage, à l'abri des regards, elle avait attaqué l'enfant. Elle l'avait étranglé jusqu'à ce que son cœur se stoppe. Le corps de Martin avait été découvert vers 15h30 par 3 de ses camarades. Après l'alerte, un ouvrier du voisinage avait tenté un massage cardiaque, mais rien n'avait pu le ramener. En reculant, presque plié par l'horreur,
l'homme avait vu 2 petites silhouettes apparaître dans l'encadrement de la porte. Normande et Marie-Flore, venues montrer ce qu'elles avaient fait. L'ouvrier les avait chassées. Les 2 filles s'étaient rendues chez Rita Filion, la tante du petit Martin, et avaient retenu la joie mauvaise de celui qui dévoile une sinistre nouvelle, allant jusqu'à grossir l'état du pauvre enfant, pour mieux enfoncer la lame invisible. Sans le savoir, Marie-Flore avait mis en scène quelque chose qui ressemblait à un meurtre parfait. À l'époque, il n'y avait ni ADN, ni traces médico-légales poussées. La manière dont elle avait tué rendait la cause du décès presque indécelable. Elle n'avait pas étranglé brutalement le garçon. Elle l'avait suffoqué lentement en quelques minutes. Il n'y avait pas de marque nette autour du cou, et les enquêteurs s'étaient retrouvés sans piste. Certains avaient même suggéré un empoisonnement, comme si l'enfant avait trouvé une vieille armoire à pharmacie et confondu des pilules avec des bonbons. Le lendemain du meurtre de Martin, Marie-Flore et Normande avaient forcé l'entrée d'une garderie abandonnée dans un quartier adjacent. Là, elles avaient laissé 4 mots griffonnés sur les murs. 2 disaient « Nous avons tué Martin Brun » et « J'ai tué pour pouvoir revenir ». Les 2 autres comportaient des insultes homophobes, trop grossières pour être répétées. Les ouvriers qui avaient découvert les inscriptions, quelques jours plus tard, au moment de lancer des travaux, les avaient en prise pour une méchanceté enfantine. On avait fermé le dossier. Les provocations n'avaient pas cessé. Quelques jours avant les funérailles de Martin, Normande et Marie-Flore s'étaient présentées à la porte de la mère du garçon et avaient demandé à la voir. Quand la mère, June Brun, avait dit que son fils était mort, elles avaient ri, puis demandé à voir le corps dans le cercueil. Avant que June n'ait pu réagir, les filles s'étaient enfuies en riant. Quelques mois plus tard, le dernier jour de juillet, le petit Brian Howell, 3 ans, jouait dans la rue devant chez lui. On l'avait aperçu pour la dernière fois, en début d'après-midi. Puis il avait mystérieusement disparu. Parents, frères, sœurs et voisins avaient retourné le quartier. Au fil des heures, des groupes de recherche s'étaient formés. La quête s'était achevée vers 11h10 du soir, quand l'un des groupes avait atteint une ancienne cour de triage ferroviaire, surnommée Tin Lizzie. Entre 2 blocs de béton, recouverts de terre et de touffes d'herbe, gisait le corps de Brian. Les lèvres étaient de bleu, le cou portait de larges ecchymoses et éraflures. Le coroner local a conclu à une mort par étranglement. L'enfant avait été tué depuis plusieurs heures. L'assassin lui avait bouché les narines d'une main et pressé la gorge de l'autre. Des coups d'une paire de ciseaux aiguisés avaient fait plusieurs entailles sur les jambes. Des mèches de cheveux avaient été arrachées. Et la marque la plus glaçante, une grande lettre capitale, avait été taillée dans son ventre. C'était un M pour Marie-Flore. La découverte de Brian avait déclenché l'une des plus vastes battues qu'ait connue la Sûreté du Québec. Plus de 100 enquêteurs de la province avaient été mobilisés. Ils avaient interrogé plus de 2000 enfants pour reconstituer les allées et venues du 31 juillet. Parmi eux, il y avait Marie-Flore et Normande. Les 2 filles avaient fourni des réponses évasives et contradictoires lors des premiers interrogatoires. Elles avaient été rappelées le lendemain. Lors de son second entretien, Marie-Flore avait dit aux policiers qu'elle avait vu Brian jouer près de Tin Lizzie avec une paire de ciseaux très coupantes. « Je l'ai vu essayer de couper la queue d'un chat avec des ciseaux », avait-elle prétendu, tentant de renverser la culpabilité sur le garçon. En réalité, elle venait de se livrer. Personne d'autre ne savait que des ciseaux avaient servi. Personne dans la presse,
Personne dans le public, juste la police et la petite Marie-Flore. Au lieu de l'arrêter immédiatement, les enquêteurs avaient choisi une autre méthode pour obtenir des aveux. Ils étaient allés parler aux parents de Marie-Flore et aux parents de Normande, leur montrant des éléments qui incriminaient leur fille. Ils avaient mis la pression. Quelques jours plus tard, Normande avait tout raconté, comment Marie-Flore avait étranglé et poignardé l'enfant, et comment elle avait avoué qu'elle avait pris plaisir à le faire. Selon Normande, quand le trio s'était retrouvé seul sur le site de Tin Lizzy, Marie-Flore avait changé d'allure, comme prise d'un tressaillement. Elle avait poussé l'enfant dans l'herbe et avait commencé à lui serrer le cou. Un dessin que Normande avait fait, représentant les blessures sur le ventre, correspondit exactement aux constatations du coroner. Elle avait bien vu le corps. À l'aube suivante, la police avait investi le domicile de Marie-Flore. Confrontée, l'enfant avait montré une connaissance alarmante de ses droits pour une gamine d'11 ans. « Je vais faire venir un avocat pour me sortir de là », avait-elle hurlé en la fourrant dans une voiture de police. L'examen scientifique des vêtements avait livré des preuves. Des fibres grises retrouvées sur le corps de Brian correspondaient exactement à une robe en laine appartenant à Marie-Flore. Des fibres bordeaux sur les chaussures de l'enfant correspondaient à une jupe appartenant à Normande. De plus, les mêmes fibres grises avaient été relevées sur le corps de Martin Brun, liant Marie-Flore au meurtre qu'elle avait presque dissimulé. L'un des enquêteurs s'appelait l'inspecteur principal, Jacques Dubois. Après l'arrestation, Dubois avait reconnu Marie-Flore. Il l'avait vue devant la maison des Houles, pendant qu'on portait le petit Brian au cercueil. Elle restait là, debout, en riant, avait-il dit plus tard. Elle se frottait les mains. Je me suis dit, mon Dieu, il faut la prendre. Elle en fera d'autres si je ne le fais pas. Le procès avait duré 9 jours. Le jury avait mis seulement 3 heures à rendre son verdict. Marie-Flore Bell avait été acquittée du meurtre, mais condamnée pour coups et blessures ayant entraîné la mort, au motif d'une responsabilité diminuée. Normande, elle, avait été relaxée de toutes les accusations. À l'annonce du verdict, Normande avait applaudi, main à la bouche, comme si elle recevait un prix. Marie-Flore, en revanche, avait éclaté en sanglots en quittant le banc des accusés. Le juge avait décrit Marie-Flore comme une personne dangereuse, présentant un risque très sérieux pour d'autres enfants, et avait ordonné des mesures pour protéger le public, un internement pour une durée indéterminée. Au moment de la condamnation, Marie-Flore avait 11 ans et 6 mois, ce qui en faisait la plus jeune femme meurtrière de l'histoire du Québec. Elle avait été internée au Centre jeunesse de Québec. Elle en était sortie en mai 1980, à l'âge de 23 ans, après avoir purgé 11 ans et demi de détention. La justice lui avait accordé l'anonymat complet, lui permettant de repartir à zéro, ailleurs dans la province, sous une fausse identité. Sa trace actuelle est inconnue. Elle demeure protégée par une ordonnance de la Cour, émise en 2003. Un journaliste autorisé à la rencontrer a dit qu'elle reconnaissait avoir été justement condamnée. Elle a admis que les sévices subis pendant son enfance n'excusaient pas ses actes. Elle est désormais grand-mère, une femme qui a vu 2 générations grandir. Pourtant, on ne peut s'empêcher de frissonner en imaginant le moment où, peut-être, elle a regardé ses petits-enfants jouer et s'est souvenue. Se souvenu d'avoir chassé des enfants, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant elle-même. On entend parfois le silence d'un pas sur un plancher, le grincement d'une porte qu'on ouvre trop lentement. On sent l'odeur poussiéreuse d'une maison vide.
Et quelque part, dans l'ombre, il reste une trace, une lettre gravée, un rire étouffé, une main qui s'est apprêtée à serrer trop fort.